Christophe Soulès, bonsoir. Vous êtes responsable de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Alors, troisième nuit de violence dans le quartier du Mirail à Toulouse, avec 11 voitures incendiées hier soir. Dimanche soir, une centaine de jeunes se sont affrontés aux forces de police. Christophe Soulès, qu'est-ce qui se passe? Et on a l'impression que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des images d'émeutes comme ça dans les banlieues. Oui, ça faisait longtemps, mais il y a eu aussi une couverture beaucoup moins importante que parfois, à cause notamment des attentats terroristes qui ont dissimulé le fait que, je dirais, la criminalité classique, la délinquance ordinaire se poursuivait, même au-delà même, je dirais, de la prise en compte des attentats terroristes. Donc, moins faible médiatisation et des quartiers qui sont toujours, à un moment donné, aussi gangrénés par l'économie souterraine, le trafic de stupéfiants. Avec quand même, dans cette affaire-là, un scénario bien connu, que l'on connaît depuis 35 ans. On sait aujourd'hui quel type d'événement peut amener à ce type de situation. Une interpellation policière qui, a priori, s'est assez mal passée et donc qui a aussi, à un moment donné, mobilisé une partie, minoritaire, mais une partie des habitants. Et puis aussi alors attendez, parce que vous allez vite sur les causes. On dit que c'était une femme voilée. Est-ce qu'il n'y a pas un côté, c'est communautaire maintenant, finalement, c'est la police, femmes à nous, qui revendiquons le droit d'avoir des femmes voilées et de ne pas se dévoiler lors d'un contrôle de police, puisque c'est un peu ça qui est à l'origine. Oui, alors il faudrait savoir vraiment si c'est l'aspect communautaire qui a joué ou si c'est plutôt l'aspect territorial. On est quand même sur ce type d'événement, beaucoup sur une appropriation du territoire. Vous êtes chez nous. Et voilà, exactement, sur une identification territoriale très forte de certains jeunes. Et ils vont vouloir à un moment donné défendre à un moment donné leur territoire par rapport effectivement à des interventions qui vont juger légitimes. C'est-à-dire que la police n'est plus considérée comme étant chez elle dans ces quartiers. Pour certains jeunes, pour certaines bandes, effectivement, la police n'est plus chez elle et certaines bandes veulent imposer, je dirais, leur propre ordre par rapport à l'ordre social. Et puis vous avez un autre élément qui a été éventuellement la rumeur d'un détenu qui serait fait éventuellement donc tuer, enfin tabassé, puis qui serait mort de ses blessures à la maison d'arrêt de Cesse. Et on sait aussi que la rumeur aujourd'hui dans ce type d'événement, dans ce type de violence urbaine, est un élément très important, notamment avec le développement des réseaux sociaux. C'était un détenu du quartier, originaire du Mirail. Pour rejoindre ce que vous disiez, c'est de ce côté territorial, on se défend, quoi. Tout à fait. Alors on va entendre en tous les cas les habitants du quartier du Mirail qui se disent livrés à eux-mêmes. Mais d'abord, on écoute un policier qui explique que ces tensions font aussi suite à plusieurs opérations de police visant ces derniers temps à lutter contre les trafics de drogue au Mirail. On écoute. Depuis quelques semaines, une offensive des forces de police a permis de mettre à mal un petit peu l'économie souterraine dans ces quartiers. Donc de ce fait, l'occupation par la police de ces secteurs qui jusqu'ici pouvaient prospérer par rapport à cette économie souterraine fait que les tensions ont été exacerbées et on assiste à chaque fois qu'il y a des interpellations à des hostilités et des affrontements. Ça nous inquiète. On ne peut pas sortir, même si on vient ici le soir, on ne peut pas sortir le soir. Nous sommes dans une zone de non-droit. Et ça, la police ne veut pas l'entendre. Ils ne veulent pas entendre la zone de non-droit. Une zone de non-droit, alors c'est vrai que les habitants sont évidemment victimes de toutes ces violences. En même temps, il y a eu 18 interpellations, il y avait un tiers de mineurs. Est-ce que les parents ne sont pas aussi responsables? Il n'y a pas un manque d'autorité flagrant de la part des parents, de certains parents? Bien sûr, oui, c'est une des caractéristiques à un moment donné que l'on retrouve lorsqu'on analyse le profil des auteurs de violences urbaines. C'est généralement des jeunes qui appartiennent à des familles déstructurées où l'autorité parentale est assez faible. Et les parents sont dépassés. Et les parents sont souvent effectivement dépassés et donc ça les incite, ces jeunes, effectivement, à se livrer éventuellement à des exactions. Donc l'autorité parentale, l'absence aussi parfois au sein du foyer des parents qui peuvent travailler par exemple le soir ou la nuit est effectivement un élément qui peut jouer sur le passage à l'acte de certains jeunes dans ces quartiers-là. 18 jeunes, alors ça va jusqu'à 34 ans, ont été interpellés, ils seront jugés en comparution immédiate. Quelles sanctions? Qu'est-ce qu'ils risquent? Qu'est-ce qu'ils risquent? Tout dépend effectivement de quelle qualification pénale. Ils peuvent risquer jusqu'à, je dirais, dans l'absolu, 2-3 ans de prison ferme. Tout dépendra aussi, à un moment donné, de la... 2-3 ans de prison ferme, vous pensez? Non, alors je dis bien dans l'absolu. C'est-à-dire le code pénal, bon, ça tout dépend. Si c'est des outrages, si c'est des rébellions, si c'est des incendies, s'ils ont été interpellés pour incendie de biens publics, qui peuvent être jugés comme des crimes. Mais après, voilà, tout va dépendre de leur passé pénal. Est-ce que c'est des primo-délinquants, des récidivistes? Quelles preuves également vont apporter les services de police de leur participation à ce type d'événement. Et là, bien entendu, c'est beaucoup plus compliqué. Il appartiendra aux magistrats du siège de se prononcer. Quand on est jeune et qu'on est comme ça condamné, c'est un trophée, presque une médaille, ou bien non, c'est quelque chose qui intimide et qui incite
à ne plus recommencer. Ça marche cette sanction, voilà ça que je veux dire. Pas toujours. Ça peut marcher pour certains jeunes, mais aujourd'hui, pour d'autres jeunes, au contraire. Le passage en prison est effectivement quelque chose qu'on affiche et qui permet aussi parfois de grimper, je dirais, dans les échelons de la délinquance et de la criminalité. Oui, on est passé en prison, et alors après, bien entendu, en plus, on a pu se faire des contacts en prison qui peuvent être ensuite des contacts négatifs qui vont inciter effectivement certains jeunes à rester à un moment donné dans une carrière criminelle, à s'enfermer dans cette carrière criminelle. Heureusement, la majorité des mineurs, je dirais, que l'on voit quand même dans ce type d'événements, sortent à un moment donné du circuit de la délinquance au gré des différentes étapes de la vie. On parle de mineurs. Est-ce qu'il y a un côté, il fait chaud est-ce qu'il y a un côté aussi, jeu du chat et de la souris tiens, ce soir, on n'a rien à faire, on va caillasser, parce qu'on parle de caillassage. Hein, oui. En matière de violence urbaine, il y a beaucoup de motivations différentes. Le jeu, bien entendu, en est une. C'est caillasser des voitures, brûler surtout des véhicules. Ça conduit les pompiers à intervenir, ça conduit les polices à intervenir et ça casse la monotonie du quotidien. Donc pour certains, il y a effectivement un aspect ludique. Il y a un aspect mimétisme, il y a un aspect protection du territoire, il y a un aspect défi de l'autorité. Il y a beaucoup de raisons à un moment donné qui peuvent inciter les jeunes à se livrer à ce type d'exaction. Ce quartier du Mirail a été retenu pour accueillir la nouvelle police de sécurité du quotidien d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est une bonne idée? Elle va arriver en septembre prochain, donc bon, on ne sait pas encore ce que ça va donner. Mais on avait beaucoup reproché à Nicolas Sarkozy d'avoir supprimé la police de proximité. Tout dépend. On disait, c'est pas en jouant au foot avec des jeunes qu'on va régler les problèmes. D'accord, mais tout dépend effectivement comment va se déployer cette nouvelle police. On voit bien que là, demain, on ne peut pas mettre 2 ou 3 policiers à patrouiller seuls dans la rue, dans le quartier du Mirail. Ouais. C'est pas possible. Il faut effectivement essayer de pacifier le territoire avant. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que des opérations sont justement menées depuis un certain temps pour justement casser les trafics, démanteler les réseaux et mettre hors d'état de nuire ceux qui, à un moment donné, empêchent justement les fonctionnaires de police d'aller aussi au devant de la population et de la très grande majorité des habitants qui vivent aussi des situations difficiles, mais qui souhaiteraient vivre en sécurité. Le trafic de drogue, c'est vraiment ce qui gangrène ces quartiers. Parce qu'on peut aussi dire que ça apporte je me fais l'avocat, pas du diable, mais des trafiquants, mais c'est aussi ça apporte un certain nombre d'activités économiques. Oui, effectivement, ça favorise parfois les fins de mois de certaines familles. Ça permet parfois, dans certains quartiers, même de préserver une certaine forme de tranquillité, mais à un moment donné, ce sont des cycles. Et donc, quand, par exemple, ces trafics sont déstabilisés par la police, quand des bandes se font concurrence, quand de nouvelles bandes arrivent sur le territoire, là, ça va générer effectivement un certain nombre de violences. Donc, ça demeure quand même aujourd'hui la principale préoccupation, en tout cas, notamment en matière de police judiciaire, dans ces quartiers. Pour un jeune qui est né au Mirail, quel est son avenir aujourd'hui? Quel est son modèle? À quoi est-ce qu'on rêve? On rêve de s'en sortir ou on rêve justement d'être le chef de ce trafic? Je pense que la majorité des jeunes rêvent de s'en sortir. 40 000 habitants au Mirail, une centaine de jeunes seulement qui sont vraiment présents depuis 2-3 jours. Donc, 100 jeunes sur 40 000 qui arrivent 40 000 habitants, voilà. Donc c'est mobiliser effectivement, parce tous les médias, etc. Oui, mais parce qu'ils ils sont visibles médiatiquement. Et c'est ce qu'ils cherchent aussi, c'est d'être visibles médiatiquement. Donc je pense que la majorité des jeunes, bien entendu, cherchent à s'en sortir, cherchent à avoir un emploi, cherchent à se former, d'autant plus dans un quartier qui a une université et qui est plutôt connu en plus dans une ville pour son dynamisme. Quelle attitude adopter quand même face à ces révoltes? Parce qu'il y a certains qui excusent, qui disent oui, mais il y a de l'abandon, il y a de la pauvreté, il y a du chômage, et donc d'où ces révoltes. Et un autre qui dit oui, mais ça ne justifie pas de caillasser des policiers, même des pompiers. Les pompiers se font caillasser. Ils doivent intervenir avec le renfort de la police. Tout à fait, non, mais ça ne le justifie pas. Donc ce qu'il faut, c'est une politique qui fasse en même temps, je dirais, la prévention, donc qui agisse en amont. C'est bien entendu l'éducation nationale, c'est tout ce qui peut aider à un moment donné à la formation de certains jeunes qui sortent sans qualification du système scolaire. Et puis de l'autre côté, il y a obligatoirement, bien entendu, la nécessité d'avoir une police forte qui assure à un moment dans l'ordre public et la sécurité des habitants, et quand des jeunes commettent des infractions, des sanctions pénales, bien entendu, qui soient effectives, rapides, et là aussi, de la même manière, visibles pour ces jeunes qui participent à ces types d'infractions. On le disait, en fait, on en parle moins, et on a l'impression qu'il y a moins d'émeutes dans les banlieues comparé à 2005, mais c'est parce qu'on en parle moins, vous dites, à cause du terrorisme qui a pris le devant. Et aussi parce que les services de police, depuis maintenant 30 ans, s'adaptent beaucoup plus rapidement à ce type de situation, ont des tactiques qui permettent à ces événements de ne pas dégénérer comme on l'a pu le connaître dans les années 80 ou 90.
Merci beaucoup Christophe Soulez d'être venu nous expliquer, donc nous décrypter ces événements au Mirail à Toulouse. Je rappelle que vous êtes l'auteur avec Alain Bauer de La criminologie pour les nuls aux éditions First. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il décidé de frapper en Syrie sans mandat explicite de l'ONU? À quoi est servie cette opération militaire? C'est dans l'air est intitulé ce soir, Syrie après les frappes, la polémique.